You are the dancing queen. Eh ben, c'est-à-dire que c'est un homme armé qui m'a attrapé dans la rue, un inconnu, en plein jour, puisque j'ai été plaquée au mur par un type avec un couteau qui m'a emmenée dans un sous-bois. Voilà, vous me voyez, je vous regarde, je suis pas floutée, et voilà ce qui m'est arrivé. Et je ne vous raconte pas ma vie sexuelle, je ne vous raconte pas ma vie privée. Je vous dis quelque chose qui m'est arrivé, qui relève du crime. Mes enfants savent que j'ai été victime de viol, oui. Les femmes parlent et il y a quelque chose qui s'est... Tu vois, qui s'est... Ouais, qui s'est... Pardon. Est-ce que tu es pour que les femmes musulmanes en France puissent porter le voile librement si elles le souhaitent? Oui. Oui. Alors pourquoi est-ce que tu es contre la GPA en France? Alors là, je vois pas le rapport. C'est quoi le rapport entre les deux? Le choix. Tu vois juste la différence entre être enceinte, porter un enfant et juste avoir un foulard sur la tête. Tu vois, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Non, arrête. Alors là, déjà, GPA voile, mais alors maintenant, GPA Mélenchon, là... C'est un masculin toxique, Jean-Luc Mélenchon? Oh, Bonjour Clémentine Autain. Bonjour Sam. Clémentine Autain, je suis ravie de t'accueillir en interview chez Zira. Tu es députée de la 11e circonscription en Seine-Saint-Denis. Tu es membre du Nouveau Front Populaire. Tu as quitté le groupe La France Insoumise il y a plus d'1 an maintenant. Et Ou la France Insoumise m'a quitté, on en reparlera peut-être. Ou la France Insoumise t'a quitté parce que la République c'est lui, ça je sais pas, tu répondras dans quelques instants. Et tu sièges à l'Assemblée nationale dans le parti politique que tu as cofondé, l'Après. Clémentine, alors ton papa, c'est le chanteur Yves Dautin, connu notamment Yvan Dautin, connu pour ses chansons comme Boulevard des Batignolles. Ta maman, elle s'appelle Dominique Laffin, elle est actrice, elle était actrice, comédienne, elle avait même été nominée au César pour le rôle de la meilleure actrice en 1980 pour le film La femme qui pleure. Est-ce qu'on t'a souvent dit que tu étais une fille d'eux? Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a souvent renvoyé au visage depuis que tu es gamine? Bonne question. Quand j'étais enfant, oui, j'avais des parents qui, à l'époque, étaient connus. Donc, oui, forcément, j'étais la fille de mes parents. Mais comme j'étais une enfant, j'étais très fière d'avoir des parents connus. Mon père rigole beaucoup aujourd'hui. Il se présente des fois, même à des amis, je suis le père de Clémentine Autain. Donc, c'est marrant, les rôles se sont inversés. Voilà, c'est assez drôle. Mais oui, c'est vrai que quand j'étais enfant, en tout cas, j'avais des parents... qui faisait parfois des autographes dans la rue. Je vais te montrer, Clémentine, un extrait vidéo dans lequel tu vas découvrir le discours de 2 influenceuses. L'une est Jade Leboeuf, donc elle est influenceuse sur les réseaux sociaux, et c'est la fille de Franck Leboeuf. Et Carla Guébali, qui est la fille de la journaliste et animatrice Daniela Lombroso. Alors, elle parle de cette notion de fille d'eux avec un œil très 2025, mais ton avis m'intéresse, regarde. J'ai eu beaucoup d'insultes et de critiques. De toute façon, si elle est dans les 50, c'est juste parce que c'est la fille d'auteur. Au début, je leur ai dit, bah, ma maman, elle est connue, machin. Ils ne le savaient pas. Quand ils ont vu mes TikTok, c'est vraiment, ils étaient amusés. Ils ont trouvé ma personnalité marrante. Et sur TikTok, j'ai déjà fait 1 ou 2 TikTok avec ma mère avant les 50. Mais pas plus que ça. En fait, les gens sur TikTok, ils ne savaient pas qui étaient mes parents. Donc non, justement, au contraire, j'ai jamais voulu jouer de ça. Et mes parents, ils ont toujours insisté pour pas qu'on joue de ça. Ils n'ont jamais voulu nous pistonner pour quoi que ce soit. Ils ont toujours fait en sorte qu'on soit des filles normales. Je suis très fière d'être la fille de mon père. Néanmoins, on m'enlève mon identité quand on me dit fille d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Je suis ma propre personne. Est-ce que ce sont des discours qui te parlent? Comme moi, ma mère est morte quand j'avais 12 ans et que quand j'ai été jeune adulte, mon père n'était pas en haut de l'affiche, en fait, j'ai pas vraiment connu ça et j'ai pas été, au moment où moi je suis devenue jeune adulte, renvoyée à mes parents. Et par ailleurs, je suis pas dans le même secteur. Mes parents... mon père est toujours, il chante encore, il a 80 ans, il chante encore. Et ma mère était comédienne, et moi je fais de la politique. Donc il n'y a pas non plus cette... tu vois, c'est pas le même milieu. Mais toi aussi tu chantais avec ton père à l'époque. À 10 ans, beaucoup. Tu voulais être chanteuse, il paraît. Beaucoup, je chantais beaucoup. Il me disait, je crois. Il me disait toujours que je chantais faux, donc c'est l'histoire de ma vie. Oui, mais sauf que c'était faux. Sauf que un jour, il a reconnu, il m'a dit, mais non, mais en fait, tu chantes pas si faux que ça. Mais sauf que toute mon enfance, il me disait toujours, c'est incroyable, tu chantes faux, mais tu chantes tout le temps, ça t'empêche pas de chanter. Je dis, bah non, je chante, j'aime chanter. Est-ce que c'est parce qu'il voulait pas que tu fasses carrière dans la chanson? Probablement. En tout cas, ils m'ont énormément écartée, mon père et ma belle-mère m'ont énormément écartée de toute carrière artistique.
J'ai pas eu le droit de faire... je voulais faire une spécialité théâtre au lycée, j'ai pas eu le droit. Je voulais aller au conservatoire, j'ai pas eu le droit. Et c'était vraiment les études, les études, les études. Je me lance, hein. You are the dancing queen, strong ouais, mais nous, on and chante en in, français. on the limousine. Bon, là, j'invente les paroles. Hein. Tu les connais encore, les paroles? En français. En français? Moi, j'ai participé à Bacadabra, qui était la comédie musicale en français, qui était inspirée avec les musiques d'ABBA, mais c'était toute une comédie musicale avec des paroles en français sur toutes ces chansons. Donc c'est vrai que j'ai gardé, enfin je ne dis pas que je les connais pas, je connais Dancing Queen, mais plus parce que je les chante dans des fêtes, etc. Mais après, j'ai en tête les paroles de ce qu'on avait fait quand j'étais enfant. Moi, je la connais pas en français. Je viens de te pousser la chansonnette en anglais. Est-ce que tu acceptes de me pousser la chansonnette en français? Sur celle-là, je suis pas sûre, là tout de suite. Attends, il faudrait que je réfléchisse. Je me souviens pas celle-là, comment elle était en français. Ou une autre? Ou une autre, c'est celle qu'on chantait tout le temps. Purée, tu me colles subitement. Alors attends. Donne-moi une autre. Qu'est-ce qu'on a là-bas là? Gimme a man after non, celle-là non plus n'était pas... Super Trooper, life is gonna think. Ah, mais maintenant, je les ai en anglais. Purée, il faut que je les ai en anglais. Si tu avais été, Clémentine Autain, une grande chanteuse française, est-ce que tu te serais rapprochée plus d'une Clara Luciani ou plus d'une Carla Bruni? Carla Luciani, mais j'ai pas sa voix. Donc en fait, c'est un peu... J'ai du mal à... C'est juste que je vais dire que j'aime bien Carla Luciani, mais... Tu as déclaré, Clémentine Autain, on peut raconter à table avec des amis qu'on s'est fait braquer, qu'on a perdu un proche et qu'on est gravement malade, jamais qu'on a été violé. Alors ça, je l'ai dit avant la vague MeToo. Oui. Je l'ai dit avant la vague MeToo. Je pense que ça reste en partie vrai. Mais ça veut dire que c'est un sujet tabou et qui est encore tabou aujourd'hui parce que cette phrase, elle est très actuelle encore aujourd'hui. Elle l'est encore, mais sans doute quand même un peu moins qu'avant la vague MeToo. Mais bien sûr que c'est un sujet qu'on n'aborde pas à table. Tu vois, si tu sais pas, tu as été victime d'un attentat terroriste, je pense que tu peux en parler avec des amis à table sans qu'on mette très vite un point final à la discussion. Sur le viol, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Il y a une gêne, ça touche à la sexualité, ça remue sans doute des choses aussi intimes chez chacune et chacun d'entre nous. Je ne m'explique pas totalement pourquoi c'est à ce point difficile, mais c'est parce que c'est un sujet qui a longtemps été totalement tabou. Et puis les violences faites aux femmes, oui, ça crée une forme de malaise. Et puis peut-être parce que c'est un des seuls délits où la victime, elle est quelque part tout de suite érigée, pas en bourreau, mais avec des soupçons au-dessus de sa tête, une épée de Damoclès. Bien sûr. Toujours de cette question de est-ce que c'était pas de sa faute? Est-ce qu'elle dit vrai? Est-ce qu'elle l'a pas bien cherché, surtout? Exactement. On demande tout de suite dans quelles conditions, quand même savoir comment on a été violé. Est-ce qu'on a vraiment été violé, c'est ça quand même la question. Et c'est ce que je disais, que je peux continuer à dire. Moi, le viol dont j'ai parlé est celui qui est en bonne et due forme. Ça veut dire quoi, un viol en bonne et due forme? C'est-à-dire que c'est un homme armé qui m'a attrapé dans la rue, un inconnu, en plein jour. Bon, avec ça, une c'est arme plus rare, blanche. Avec une arme blanche. Et donc là, il n'y a pas de doute, si tu veux. Voilà, moi, un type qui m'attrape, qui me met un couteau sous la gorge et qui me viole, ça correspond au cliché de la représentation qu'on a moins maintenant depuis la vague MeToo, j'insiste, parce que je pense que la connaissance sur les viols, sur la réalité des viols, le fait qu'ils sont avant tout le fait d'une personne connue, beaucoup dans les familles, moi, ça me fait parfois rire jaune, mais quand l'extrême droite nous explique qu'il faut la sécurité et qu'il faut d'abord s'en prendre aux personnes issues de l'immigration qui seraient celles qui nuisent à notre sécurité. Enfin, tu vois, toute cette horreur d'amalgame. L'affaire Pénicaud nous a prouvé le contraire. Voilà. Et quand on regarde la réalité, c'est que l'insécurité pour les femmes premières, et c'est dur à dire, elle est dans les familles et dans les maisons. Donc tu peux mettre des flics à chaque coin de rue, tu ne vas pas régler le problème. Voilà, et souvent, ce sont des multirécidivistes. Et ce sont, oui, des multirécidivistes, souvent parce qu'ils ne sont pas attrapés entre-temps et que par ailleurs, en prison, on ne peut pas dire qu'ils soient traités véritablement. Toi, tu avais quel âge, Clémentine? J'avais 24 ans. J'avais 24 ans, ouais. À chaque fois tu n'en parles pas souvent, mais quand tu as commencé à en parler, c'est parce que tu avais une casquette de... J'avais 22 ans, tu vois, tu me dis, je crois que j'avais 22 ans. 22? Ouais, j'étais plus jeune parce que j'étais à la fac et j'allais en fait, j'allais à un cours. Je me rendais à un cours. Moi, j'ai fait mes études à Paris 8, à Saint-Denis. Et on était dans des locaux
excentré. Et donc, on avait un chemin qui n'était pas habituel. Et la veille, d'ailleurs, on avait passé le trajet pour aller repérer. Et quelqu'un avait dit « Ah, mais c'est un vrai coupe-gorge ici ». Et quand je suis arrivée, comme quoi la vie, elle tient à 3 fois rien, tu vois, le bus m'est passé devant. Et donc, j'y suis allée à pied. Et effectivement, c'était un coup de gorge. Enfin, le coupe-gorge est arrivé puisque j'ai été plaquée au mur par un type avec un couteau qui m'a emmenée dans un sous-bois. C'est vraiment comme dans un... Voilà, comme, là, pour le coup, c'est comme dans les clichés qu'on a de représentation du viol. Et ce qui était terrible, si tu veux, c'est que, en fait, quand j'ai porté plainte tout de suite... Oui. Et par chance, parce que j'étais tellement sonnée que je savais à peine ce qui m'était arrivé, et j'ai une amie qui m'a dit « mais je t'emmène, on va chez les flics ». Et les flics ont commencé à faire un tour de voisinage, et tout le monde savait qu'il y avait un violeur. Et le type, il a reconnu entre 20 et 30 viols. Entre 20 et 30 viols. Et au procès, on était 3, dont une qui avait réussi à y échapper. 3. Alors que lui-même avait dit. Et ma colère, en fait, elle est venue aussi de là, non pas contre les femmes qui n'ont pas parlé, mais contre la société qui empêche les femmes de parler, de porter plainte, et tout cet accompagnement qui fait défaut et qui fait qu'à la fin, on se retrouve à avoir des violeurs récidivistes parce qu'on n'est pas capable de les arrêter plus tôt. T'as mis du temps à en parler ou t'as attendu d'avoir une casquette de femme politique pour en parler ? Alors, ça s'est su tout de suite parce que c'était à l'université et que, en fait, il y a eu une manifestation importante à l'époque. Donc, c'était dans le journal. Mais ensuite, ma vie politique s'est déroulée sans que ce fait soit raccordé, en fait, avec ce micro fait divers, d'une certaine manière, de l'époque. Donc, quand j'ai décidé d'en parler publiquement, c'était à l'occasion du manifeste des 313 que j'ai initié et d'un documentaire qui était avant MeToo, où nous étions quelques femmes à parler. Il y avait aussi une tenniswoman, Isabelle de Mangeot, et on a parlé. C'est un documentaire qui est passé sur France 2 et qui a fait exploser la plateforme de France 2. C'est-à-dire qu'ils ont eu un nombre de messages, ils n'en revenaient même pas eux-mêmes. Et c'était précurseur. Et ensuite, on a fait ce manifeste des 313 femmes qui dit avoir été victime de viol en mettant un nom, un prénom. Parce que moi, ce qui me choquait toujours, c'est qu'en fait, quand on regardait des faits divers avec des femmes violées, les femmes étaient toujours floutées. En fait, elles ne voulaient pas être vues. Oui. Et ça, c'est typique de la honte, en fait, qui est sur celles qui sont pourtant victimes. Alors, encore une fois, tu es agressée dans le métro, t'arrives plein de choses, de délits dont tu es victime, de crimes. Là, on parle de viol, de crime, dont tu es victime, eh bien, tu peux être face caméra et dire « j'ai été victime de ça ». Mais pas sur le viol. Donc là, déjà, rien que de dire « voilà, vous me voyez, je vous regarde, je ne suis pas floutée, et voilà ce qui m'est arrivé. Et je ne vous raconte pas ma vie sexuelle, je ne vous raconte pas ma vie privée. Je vous dis quelque chose qui m'est arrivé, qui relève du crime et qui d'ailleurs va être jugé aux assises. C'est une violation de ma vie sexuelle. Ce n'est pas ma vie sexuelle, c'est une violation de ma vie, de mon intimité. C'est quelque chose qui te transforme. En fait, moi, je dis souvent que pour moi, la sexualité, c'est un levier. Mais le viol, c'est autre chose. Le viol, c'est la négation de ce que tu es comme sujet. Tu n'existes pas, en fait. Ton désir est nié, ta volonté est niée, tu es traité comme un objet. Et la violence, elle est là. C'est-à-dire que pendant un temps, c'est comme si on te tuait, comme si tu n'existais plus. Et c'est pour ça que ce qui est très lancinant, et Virginie Despentes, pour moi, est une de celles aussi qui le raconte bien, tu vois, il y a quelque chose d'obsédant après. C'est-à-dire que tu es pendant... alors, ça dépend des femmes, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se reconstituer à la même vitesse, de faire les bonnes rencontres. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le collectif Féministes contre le viol à ce moment-là, qui m'a sauvé la vie, de faire un groupe de parole, avec d'ailleurs une autrice que tu connais peut-être, qui s'appelle Lola Lafont, qui est formidable. Et on était ensemble dans un groupe de parole, tu vois. Puis elle a fait sa vie de chanteuse, puis de grande écrivaine. Et bref, je ne sais pas pourquoi je parlais de Lola, parce que voilà, quand je pense à ce groupe de parole, je pense aussi à Lola. Et on a pu comme ça se reconstituer, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ce que Virginie Despentes raconte très bien, c'est ce caractère obsédant, en fait. Et le fait que tu reviens tout le temps à ce viol. C'est quelque chose qui
qui est inscrit en toi et qui voilà, qui est quand même la marque, tu vois, d'un truc qu'on a voulu en fait te détruire. Encore aujourd'hui pour toi? Je pense que ça fait partie de ce que je suis. Tu vois, il y a un avant et un après le viol. Tu es quand même transformée. C'est quelque chose qui t'atteint profondément. Moi, j'ai la chance de m'être reconstruite, d'avoir une vie, de pas être... Tu vois ce que je veux dire, d'avoir eu la chance aussi d'avoir les bonnes personnes et peut-être les outils avant pour pouvoir surmonter. C'est ce qu'on dit souvent, tu sais, c'est la résilience. J'aime pas du tout ce terme-là, mais oui. Peut-être on en reparlera. Elle est courageuse, elle est résiliente. Ouais, la résilience, c'est surtout, tu sais, ça te le met sur un mérite personnel. Et il faut faire très attention à ça. Parce que ça individualise. C'est-à-dire, quelque part, tu as subi ça, mais si tu le veux, allez, toi aussi, tu peux être résilient. Secoue-toi, tu vois ce que je veux dire? Oui. Or, la vérité, c'est qu'on est tous pris par des histoires psychologiques, personnelles, familiales, intimes, mais aussi par des histoires sociales, culturelles, historiques, qui font que tout le monde n'a pas les mêmes chances de pouvoir être résilient. D'ailleurs, Boris Cyrulnik, qui est le psy qui a popularisé ce terme de résilience, a récemment dit « attention, attention ». À ce qu'on est en train de faire de ce terme-là. C'est-à-dire que c'est récupéré par une pensée libérale, tu vois ce que je veux dire, qui finit par te dire, finalement, c'est toi, t'as qu'à être résilient, finalement. C'est simple, regarde, d'autres y sont arrivés. Tu as déclaré, Clémentine, une femme n'est pas condamnée à survivre après un viol. On peut vivre, se reconstruire et même se sentir plus forte. Mais pour cela, il faut des oreilles attentives. En effet, tu ne parles pas de résilience. Tu parles d'oreilles attentives. Donc en fait, ce n'est pas la libération de la parole dont tu es en train de parler, c'est la libération de l'écoute. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, je me le suis beaucoup dit dans cette vague MeToo qui m'a vraiment... Enfin, j'ai été subjuguée, vraiment subjuguée. Ça y est, ça arrive, quoi. Les femmes parlent et il y a quelque chose qui s'est... Tu vois, qui a éclos. Et... pour moi, qui avait parlé avant, difficilement, oui. Et je te parlais tout à l'heure du manifeste des 313, tu sais, j'avais appelé énormément de femmes publiques pour essayer de muscler ce manifeste, c'était avant la vague MeToo, et beaucoup m'avaient confié leur histoire, mais me disaient « je ne peux pas signer ». Beaucoup. C'est pas possible parce que je vais être vue comme une victime à vie. C'était ça un argument beaucoup, hein. C'était « je ne veux pas être vue comme une victime et donc une victime à vie ». Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on peut avoir été victime, et c'est un moment de sa vie sans être enfermé dans cette catégorie-là. Mais si on ne le dit pas, si on n'accepte pas ça, je crois que c'est très compliqué, justement, de sortir aussi de ce statut. C'est un peu une étape nécessaire pour celles qui nous regardent, et ceux aussi, hein, les hommes qui sont victimes, notamment dans l'enfance, de violences sexuelles, il y en a quand même beaucoup. Donc celles, massivement des femmes, mais aussi des hommes. Moi, j'ai vraiment envie de leur dire que pouvoir parler, bon, il faut avoir les oreilles pour être entendu, mais je crois que c'est indispensable. C'est une étape pour se reconstruire. Et quand je vois qu'au collectif Féministes contre le viol, il y avait des fois des femmes, et il y a sans doute encore aujourd'hui, qui appellent, tu sais, au numéro vert, et des femmes qui ont 70 ans, 80 ans, et qui appellent, c'est la première fois qu'elles disent ce qu'elles ont subi. On se dit, mais c'est lourd quand même de traverser toute une vie dans ce silence qui est pesant, qui est dur et qui empêche ce travail de reconstruction. Pour répondre à ta question, il faut aussi envoyer le message aux femmes que c'est possible et leur dire peut-être que on a le droit de vivre bien, d'aller bien après avoir été victime de viol, et ça n'enlève pas la gravité. Parce qu'il y a ça aussi. Tu sais que quand tu as été violée, tu portes plainte, ensuite tu vas dans une commission qui te évalue pour être indemnisée. D'accord ? Et en fait, c'est assez violent ce truc. Parce qu'ils évaluent ta perte de chance dans la vie, ta perte de chance professionnelle et tes traumatismes. Et moi, j'ai trouvé que c'était très violent parce qu'en gros, on te dit, bon, on va voir jusqu'où tu as été cassé, quoi, tu vois, par le fait de viol. Et c'est un peu rude, cette évaluation. Parce que ça veut dire quoi? Que si finalement on n'est pas si cassé, c'était pas si grave? Exactement. Et donc, je pense que les femmes aussi, elles ont ça à... Tu vois ce que je veux dire? Si je m'en remets, finalement, est-ce que c'était pas si grave? Donc moi, je veux leur dire, c'est dur. Et
Et je connais peu de femmes quand même qui s'en sortent comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Pouf, on se relève et tout va bien. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais enfin, j'en ai pas rencontré. Souvent, c'est lancinant, difficile, mais on peut se sortir de là, quoi. Je vais envoyer ce message d'espoir. En tant que mère, en tant que femme, comment t'en parles à tes enfants? Est-ce que t'en as parlé à tes enfants? Est-ce que c'est un sujet tabou? Comment mettre en garde? Comment aborder ce sujet? Alors, mettre en garde, c'est pas facile, je trouve, parce que la mise en garde peut être parfois, en fait, très anxiogène. C'est-à-dire que si tu commences à être en panique en permanence, parce que, notamment les filles, mais parce qu'elles sortent et... Tu vois ce que je dis? Et dès qu'elles sortent, tu dis attention, attention, parce que tu risques d'être victime de viol. Tu vois, c'est lourd. Enfin, c'est quand même un peu lourd. Bon, donc il faut raison garder. Donc je pense qu'il faut réussir à en parler sans... En parler simplement. À en parler simplement. Il faut dire les choses. Mes enfants savent que j'ai été victime de viol, oui. C'était pas compliqué à évoquer comme sujet? Écoute, je ne pourrais même pas te dire quand est la première fois que le sujet est venu. Je ne m'en souviens pas, mais je sais que ça a été évoqué à plusieurs reprises. Et voilà, ça fait partie de... Mais moi, j'aime pas trop, tu sais, les silences sur les choses lourdes comme ça. J'aime pas trop les grands secrets comme ça. Je pense que c'est pas très bon dans les familles. Donc il vaut mieux pas en faire un tabou, et pour pas en faire un tabou, il faut écouter aussi. Oui, et d'ailleurs, je pense qu'on en a parlé avec mes enfants à des moments où ils étaient capables d'entendre. Voilà. Il y a un âge aussi pour entendre. Il y a un âge pour entendre. Après, la difficulté pour moi, c'est que comme je suis une femme publique, de toute façon, en 3 clics, je pense qu'ils peuvent le trouver sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas la peine de... Voilà, c'est pas la peine de faire silence avec ça. Et je peux te demander quel âge ils ont, tes enfants? Oui, ils sont ados. Ils sont ados, ouais. Ok, plus de 14 ans? Ouais, ok. 14 ans. T'es pour les cours d'éducation sexuelle à l'école en fonction des niveaux, de la maternelle jusqu'au lycée? Oui, alors, la maternelle, je sais pas. Non, pas la maternelle, le primaire jusqu'au lycée. En tout cas, oui, je suis pour des cours d'éducation sexuelle. L'élémentaire, pardon, on dit maintenant. Oui, l'élémentaire. En tout cas, de prévention, bien sûr, c'est essentiel. Absolument. Il y a énormément d'amalgames qui sont faits. On entend tout et n'importe quoi. On voit, et à juste titre, des parents inquiets, des sujets qui peuvent être abordés, mais sans véritablement savoir en quoi ils consistent, ces sujets. C'est-à-dire qu'il y a des paliers. En élémentaire, on n'apprend pas à un enfant, si je ne me trompe pas, à mettre un préservatif. Non. Non, bien sûr qu'il y a des paliers. Et puis par ailleurs, ce qui est bizarre, c'est dans l'éducation à la sexualité, c'est peut-être un peu bizarre comme manière de parler. Peut-être aussi. Voilà, je ne sais pas si on éduque à la sexualité, mais en tout cas, ce qui environne tout ce qui relève de la prévention des risques que ce soit évidemment l'avortement, comme les enjeux de contraception, les enjeux de violence sexuelle, le sida. On voit bien qu'il y a quand même toute une série de choses qui serait bon d'évoquer à l'école. Et aussi, moi, alors, c'est un gros débat de confrontation avec l'extrême droite qui s'en prend à la pensée féministe en expliquant qu'elle est idéologique. Tu vois ce que je veux dire? Alors que porte aussi une idéologie qui est la négation de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il faut quand même le voir. Donc moi, je pense que c'est une avancée, un progrès, que d'imaginer que à l'école, on travaille aussi sur les stéréotypes sexistes, globalement, et qui évidemment se jouent dans la sexualité, parce que le viol a à voir avec ça. Le viol, ça n'est que ça. C'est l'expression de la ultime, j'ai envie de dire, de la domination masculine. C'est ça le viol. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien, en fait, à ce qu'est le viol. Être une maman politique, est-ce que c'est foncièrement différent que d'être une maman pas politique? Oui, sans doute. Sans doute que oui, ça fait partie d'abord, ça teinte quand même la vie quotidienne. Tu vois, à la maison, nous on a 4. Je suis dans une famille recomposée. Mais oui, parce que tu as 2 enfants d'une première union. Voilà. Et ton conjoint actuel, avec quelqu'un qui a 2 enfants. Depuis 2012, il a 2 enfants. Voilà. Je fais le télétexte. Super. Donc ça fait quand même, je sais pas, 13 ans qu'on est avec 4 enfants. Et il se moque de nous, bien sûr, qu'on parle beaucoup de politique. Oui. En fait, il trouve quand même que ça parle beaucoup de politique, que si on pouvait parler un peu d'autre chose, ça serait... Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec vous? Évidemment. Heureusement. Et de ne pas avoir les mêmes idées? J'espère bien. Ça serait horrible de vouloir leur imposer... Non, bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais il y a des parents
qui ne laisse pas la liberté forcément à un enfant ou un adolescent d'exprimer une opinion contraire. Ah, je, non. Mais je sais pas, moi, si un de tes enfants te dit, écoute, j'ai bien aimé le discours de Sarah Knafo. Écoute, c'est pas arrivé, ça s'est pas du tout présenté. Ça c'est pas. Parfois, je suis pris par la gauche, moi, notamment par mon fils. Mais non, ça s'est pas présenté. Mais j'accueillerais. Ça me paraît l'évidence que de laisser les enfants avoir grandir avec leur propre liberté. Après, ça veut pas dire qu'on va pas discuter. Que je ne vais pas défendre mon opinion face à leur opinion, mais je pense que c'est bien aussi de ne pas écraser, surtout quand on fait de la politique. C'est déjà, ça va, on est déjà... Donc c'est bien de les laisser penser par eux-mêmes. En 2017, Clémentine, dans Le Parisien, tu as soulevé la question de la garde des enfants à l'Assemblée nationale. Tu as confié trouver ça étonnant et regrettable que l'Assemblée nationale ne s'en occupe pas et ne facilite pas la tâche des députés jeunes parents. Pourquoi c'est important ? C'était important pour toi qu'une garde des enfants à l'Assemblée soit mise en place? Déjà, en fait, ce que je trouve, c'est que la question des temps de la vie, elle n'a pas été bien posée depuis l'entrée massive des femmes dans le monde du travail, et donc des femmes aussi en politique, c'est-à-dire des femmes qui sont actives dans la sphère publique. Tu vois, avant les années 60, les femmes, elles faisaient gratuitement toutes les tâches domestiques et parentales. L'INSEE te dirait que ça représente, quand tu as 2 enfants, 39 heures par semaine. À partir du moment où les femmes entrent globalement, massivement sur le marché du travail, qu'est-ce qu'on fait de ces 39 heures? Qui va faire ces 39 heures? Et que personne ne se soit posé la question, là, tous ceux qui ont fait l'ENA, etc., qu'on ait laissé tout ça, finalement, sans avoir une vraie réflexion sur ces temps de la vie, m'hallucine, en fait. Tu vois? Sauf que travailler à l'Assemblée nationale, ça permet quand même d'avoir des revenus confortables. Oui, non, mais je suis allée un peu loin sur l'histoire des temps. Etc. Ouais, carrément. Oui, tout à fait, bien sûr, tout à fait. Et puis pourquoi les Français paieraient pour que les femmes députées aient des Alors, nouveaux auprès de l'État? Oui, bien sûr. D'abord, il faut avoir conscience de nos horaires, qui sont quand même un peu délirants, hein, parce qu'il peut y avoir plusieurs journées dans la semaine où tu commences à 9h et où tu finis à minuit. Donc, c'est très particulier. Plus tu travailles le week-end, donc l'organisation n'est pas toujours simple. Et puis des fois, tu vois, ton temps, à 10h, on te dit que finalement, tu as une séance à 21h30 ou pas. Enfin, tu vois, c'est hyper compliqué de s'organiser. Donc, moi, je trouvais que l'idée d'avoir une solution de garde dans cet endroit-là pouvait être parfois une possibilité de plus facilement pouvoir voir tes enfants. Parce qu'en fait, vu les emplois du temps délirants, qui sont ceux de l'écrasante majorité des députés, moi, je trouve qu'il faut penser cette question-là aussi de comment on peut avoir une relation avec nos enfants et nous faciliter la tâche pour eux, pour nous. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui me semble devoir être pris en considération. Après, si tu me poses la question plus globale pour la société, moi, je suis pour un service public d'accueil gratuit pour tous les enfants. Dans les années 60, ça, c'est le seul truc qu'on a fait, c'est qu'on a fait des écoles maternelles, on en a ouvertes une toutes les semaines. Donc ça veut dire quand même qu'entre 3 et l'entrée, 3 et 6 en gros, tu as quand même un système gratuit où tu peux laisser scolariser tes enfants. Mais entre 0 et 3, on fait comment? Et c'est là qu'il y a le plafond de verre, tu sais, pour les femmes. C'est à ce moment-là que les femmes, elles font des choix. Hein. On dit toujours, mais oui, mais elles choisissent de se mettre à temps partiel. Mais pourquoi les temps partiels ont explosé pour les femmes? C'est parce que comment tu fais au bout d'un moment? Si tu lances 98% des lessives, tu sais que c'est le cas encore. Alors je sais pas, j'ai pas les chiffres très récents, peut-être qu'on a progressé un peu, mais enfin tu vois, tu as 9 machines sur 10 qui sont lancées par les femmes font l'écrasante majorité des tâches domestiques, c'est elles qui s'occupent beaucoup des enfants, et notamment quand ils sont petits, et si en plus il faut travailler à plein temps, tu vois bien que l'équation est infernale. Et donc moi je plaide pour qu'on ait des solutions publiques, donc pas simplement à l'Assemblée. Ce que je veux dire, c'est que là, je voulais soulever cette question-là parce que à ce moment-là, on avait les conséquences de la loi sur la parité, donc beaucoup plus de femmes qui arrivaient à l'Assemblée nationale qu'avant, et que je voyais le problème de masse qui se pose aussi maintenant pour des jeunes hommes qui veulent aussi voir leurs enfants et qui se demandent comment ils font. Ah oui, comment on fait? C'est pas si simple quand on travaille énormément. Et je ne suis pas toujours d'accord avec l'idée que ne progresse pas cette possibilité de pouvoir les voir. Il y a la garde, mais il y a aussi pouvoir les voir. Avoir le droit aussi d'être parent et d'avoir cette relation.
Clémentine Autain, est-ce que tu es pour que les femmes musulmanes en France puissent porter le voile librement si elles le souhaitent? Oui. Oui. Alors pourquoi est-ce que tu es contre la GPA en France? Je vois pas le rapport. C'est quoi le rapport entre les deux? Le choix. Ah oui, non, mais c'est deux choses très différentes. Si tu mets un voile sur ta tête, après, on peut discuter la signification de ce foulard. Est-ce que c'est un signe d'inclinaison devant Dieu? Bon, c'est un signe religieux. Alors, on peut avoir un débat là-dessus. Et un débat aussi, est-ce que c'est un signe qui est un signe chargé de la domination masculine? Tu vois. Donc après, il y a débat. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de questions qui se posent autour du port du voile. Mais les femmes, il y en a ras-le-bol, je te le dis franchement, de ce foulard qui est devenu, tu vois, un symbole incroyable aujourd'hui en France, comme si c'était ça, le signe absolu, soit de la religion, soit de la domination masculine, alors qu'elle existe aussi dans d'autres domaines. Enfin, il y a une survisibilisation, une stigmatisation qui est très forte. Et moi, je suis pour que les femmes puissent choisir, en effet, de l'enlever ou pas, et de dialoguer avec elles, voilà, d'avoir un dialogue autour de ce foulard. Alors pourquoi est-ce que tu es contre la GPA en France? Parce qu'au final, ça met au cœur du discours la question du choix. Oui. Dans les deux cas, certaines femmes, elles sont contraintes, donc on interdirait à toutes. Non, la GPA, je vais te dire, moi je suis contre la marchandisation du corps. Ça, c'est déjà, en général, je suis pour faire reculer la marchandisation de tout. Oui, mais celles qui veulent. Oui, mais là, pour le coup, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Pourquoi leur retirer ce choix à celles qui veulent? Si on était dans un monde où il n'y a pas tant de précarité, où il n'y a pas tant de difficultés sociales, eh bien, je pourrais réviser mon point de vue en me disant, bon, il y a l'égalité, il y a la justice sociale, les gens vivent bien, et si, tu vois, une femme a vraiment envie de donner son don de soi. Tu as le même argument, par exemple, que le RN avec le voile, qui va dire, parce que certaines femmes sont contraintes de le porter, il faut, au nom de la libération des femmes, interdire le voile, tout simplement en France. Tu vois juste la différence entre être enceinte, porter un enfant et juste avoir un foulard sur la tête. Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Je ne compare pas un vêtement avec le corps d'une femme. Je compare des arguments. Oui, mais moi je te dis deux choses. C'est que l'argument de la marchandisation, il n'est pas lié au foulard. Le foulard n'entre pas dans ce cadre de la marchandisation, primo. Et là, on parle de marchandiser son corps, qui donc porte un enfant pendant 9 mois. Et moi, je ne crois pas que dans le monde actuel, je ne crois pas que dans le monde actuel, si on libéralise la GPA, tu n'auras pas tout un marché qui peut se développer de manière très forte parce qu'il y a énormément de femmes qui sont dans la misère et dans la difficulté et qui recourront à ce système de GPA, non pas parce qu'elles ont le désir de porter un enfant, mais parce qu'elles sont dans la difficulté et qu'elles font ce métier. Comme sur la prostitution, où des femmes se prostituent parce qu'elles ne voient pas d'autre issue. Alors après, on ne va peut-être pas rentrer dans la prostitution, parce qu'il y a aussi beaucoup chez les prostituées qui ont été victimes de viols, et ce qui d'ailleurs n'est pas inintéressant d'observer sur le rapport au corps, sur ce que ça fait, tu vois, dans les styles de poids. Et il y en a aussi, il ne faut pas leur enlever, qu'ils le font par choix. Oui, mais tu vois bien que la notion de choix, elle est toujours très complexe. Et alors là, pour le coup, aussi bien pour la GPA que pour le foulard, que pour la prostitution, ou que pour le temps partiel, tu vois. La liberté, c'est quelque chose vers lequel il faut tendre, mais le choix peut être un choix contraint. Bien sûr. Et je le défends aussi bien pour le temps partiel, c'est-à-dire que tu as beaucoup... Tu vois, tu pourrais me répondre, si une loi favorise le recours au temps partiel, tu vas me dire, oui, mais c'est des femmes choisissent. Oui, ok, elles choisissent. Mais si tu regardes la majeure partie, pourquoi elles choisissent? Elles choisissent parce que les tâches domestiques ne sont pas partagées, parce qu'il n'y a pas de solution de garde pour les petits, parce que, tu vois ce que je veux dire, parce que si elles vont bosser, de toute façon, c'est pour un salaire de misère, qu'elles gagnent moins que leur mari. Donc s'il y en a un des deux qui doit se mettre à mi-temps, vaut mieux que ce soit elle parce que le salaire est plus petit. Tu vois. Et donc, ah oui, et à la fin, elles choisissent le temps partiel. Tu prends le cas des prostituées. Tu en as aussi beaucoup. Il faut voir le cadre dans lequel, à la fin, elles choisissent. Et le foulard, ça peut être aussi ça, comment elles choisissent. Donc, la notion de liberté, moi je suis profondément attachée à la liberté. Vraiment, c'est quelque chose qui... c'est profond chez moi, parce que je suis féministe, et que c'est vrai que le féminisme est très rattaché à la question de la liberté, donc c'est fondamental. Mais je dis attention sur les questions de choix, de voir aussi comment le choix est contraint. Après, la GPA,
elle vient aussi dans le débat parce qu'il y a bien un sujet aussi des couples homosexuels qui ont envie d'avoir des enfants et qui, non pas comme des couples de lesbiennes, peuvent recourir à la PMA. Oui, parce que tu es pour la PMA. Oui, totalement. Et donc il y a un sujet. Qui a été légalisé d'ailleurs en 2021. Donc je ne méprise pas, tu vois ce que je veux dire, je ne méprise pas du tout cette question-là. Je la comprends et c'est des discussions même que j'ai eues avec des copains qui se posent les questions de GPA et donc il faut pousser. Enfin, je veux dire, je ne suis pas fermée à la discussion. Alors, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que ton parti propose justement pour les couples homo? Pour avoir des enfants, ouais. Déjà, il faudrait faciliter l'adoption. Qui est très compliqué aujourd'hui, voilà, qui prend plus de 10 ans. On sait en plus que ce sont des enfants souvent handicapés qui sont proposés aux couples homo. Je sais. Donc il faudrait, je pense, faciliter l'adoption, ça c'est la première chose. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec il y a des droits de l'enfant, mais le droit à l'enfant, tu vois, je trouve ça compliqué quand même. Tu vois ce que je veux dire? Je te montre un petit extrait vidéo. Je ne sais pas si tu regardes L'amour est dans le pré sur M6, mais j'avais reçu Mathieu de L'amour est dans le pré qui m'a parlé justement de sa GPA, de son processus. Et écoute. Tu sais, les gens qui sont contre la GPA sont tous des gens qui, s'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant, 100% seraient pour la GPA. C'est évident. L'envie d'avoir un enfant est irrationnelle. On loue le vent d'une femme. Moi, ma porteuse de vie est instite. Son mari a une petite entreprise, ils ont un appartement, 2 voitures, enfin, tout va bien. Ils n'ont pas attendu la GPA pour vivre. Est-ce qu'il ne faut pas aussi entendre ces discours, ces GPA qui se passent bien, ces GPA éthiques? Oui, non, mais je ne suis pas insensible à ces discours-là. Et je te dis encore une fois, j'en connais. Voilà, qui veulent, y compris me convaincre que ça peut être des belles histoires. Donc je ne suis pas en train de... Mais tu n'y crois pas? Non, je ne suis pas en train de nier qu'il peut y avoir des belles histoires. C'est possible. Moi, j'ai adoré être enceinte, tu vois. Donc, je ne vais pas raconter que c'est que, tu vois. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment super. Chez Papy, tu sais, on t'envoie des machins dans la tête. Alors, ça ne fait pas la même chose chez toutes les femmes. Tu as des femmes que ça déprime. Et puis moi, j'avais l'impression que c'était l'inverse, que j'étais totalement invincible, que je ne sais pas, qu'on m'avait mis... voilà, que j'étais tout le temps de bonne humeur, etc. C'était très, très joli. Donc, je nie pas qu'il peut y avoir des belles histoires, que des femmes qui ont envie de faire ce don. C'est pas ça. C'est, je dis, si on légalise, on prend une responsabilité qui dépasse le cadre de ces belles histoires. Et donc, attention. Et la question de la marchandisation du corps est un vrai débat voilà, qui clive beaucoup, y compris dans notre famille politique à gauche. Si tu parles prostitution, GPA, c'est très... très clivé entre ceux qui disent justement on réglemente, on libéralise et celles et ceux qui disent attention, marchandisation. Non. Je pense que c'est bien qu'on s'écoute, qu'on se parle et qu'on poursuive le dialogue. Okay. Mais ne faisons pas les bisounours comme si on était dans un monde, tu vois ce que je veux dire, qui n'a pas ces normes aussi et ces violences sociales qui peuvent conduire à faire des choses qu'on n'a en vérité pas vraiment choisi. T'es plus contre la GPA ou t'es plus contre Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? Oh, arrête. Alors là, déjà, GPA voile, mais alors maintenant, GPA Mélenchon, là... Non, mais parce que t'étais sa porte-parole quelque part. En 2012. Ben oui, vous étiez très liés, très proches, tu partageais toutes ces idées, et par la suite, tu as estimé qu'il y avait eu un manque de pluralisme et des comportements d'exclusion. Au sein de la France insoumise. C'est quoi ces comportements d'exclusion concrètement que tu dénonçais? En fait, si tu veux, c'est pas possible d'être en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, avec les choix de la direction, qui elle-même est cooptée et n'est pas désignée de manière démocratique. Si tu es en désaccord, tu es banni, quoi, d'une certaine manière. T'es genre mise au placard? Oui, c'est ce qui nous est arrivé. Tu sais, quand moi je me suis exprimée avec d'autres sur l'affaire Quatennens. Oui, tu te souviens, bien sûr. Voilà, cette affaire où l'un des nôtres, un des jeunes d'ailleurs talents brillants de la France insoumise, d'un seul coup, boum, une plainte contre lui, où c'est pas une simple affaire, tu vois, de couple privé. Ce sont des faits de violence conjugale. Et d'ailleurs, il a été condamné pour ces faits-là. Mais à ce moment-là, il bénéficiait de la présomption d'innocence. Et à ce moment-là, oui, mais Jean-Luc Mélenchon tweet pour prendre fait et cause pour Adrien. Comme tu avais fait pour Tahar Boussaf à l'époque. C'est pas du tout comparable. Alors après, on vient à Tabouaf si tu veux. Oui, je l'ai mal dit, pardon. Non, mais c'est pas grave. Après, il n'y a pas de souci, on vient à Tabouaf. Mais là, je t'explique, voilà. Donc à ce moment-là,
il tweete quelque chose qui d'ailleurs est globalement pas bien reçu parce qu'on est des militants aux côtés des femmes victimes de violences conjugales. Oui. Donc, s'il y a une plainte, en règle générale, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute d'abord la plaignante avant de se prononcer. Et là, lui, il qualifie les choses comme, finalement, c'est une histoire de famille, tu vois. Exactement tout ce qu'on ne doit pas dire quand on est féministe, en règle générale. Sous-entendu, c'est une histoire de famille, il faut qu'on le règle entre nous, et surtout, il ne faut pas que ça s'enflamme. Voilà. Et donc, bref, nous sommes nombreux à ne pas être d'accord avec ça, et de l'avoir dit nous a coûté... vraiment voilà, un traitement très défavorable. Mais ensuite, on n'est pas intégré à la direction de la France Insoumise parce qu'on s'est opposé à ça. Et c'est vraiment une façon de fonctionner qui ne permet pas d'être une grande famille qui peut, sur certains sujets, ne pas être d'accord. Bien sûr. Et je crois qu'on ne peut être une grande force politique que si on supporte le pluralisme. C'est ça que tu appelles une culture viriliste d'intimidation ? Alors, je sais plus... Ouais, tu l'as qualifié de culture viriliste. Oui, je trouve qu'il y a du virilisme. D'intimidation. Oui, il y a du virilisme dans la façon, en tout cas, de ce que moi j'ai vécu, vu. C'est un masculin toxique, Jean-Luc Mélenchon ? J'évite les formules qui, tu vois, peuvent... mais d'abord, il appartient à une génération qui a fait beaucoup de politique entre hommes, donc qui a comme des codes qui sont très liés à la virilité. Voilà, il a l'âge de ses artères et donc l'âge aussi, tu vois ce que je veux dire, de sa génération politique. Mais je trouve, oui, en effet, qu'à la France Insoumise, il faut quand même que le pluralisme, la démocratie et des manières de fonctionner entre nous qui soient moins liées à la volonté hégémonique, l'écrasement de l'autre, et donc des méthodes assez virilistes, oui, en tout cas, c'est une des raisons de mon désaccord avec la France Insoumise. Aujourd'hui, ça s'appelle de la masculinité toxique. Toi, tu utilises l'expression culture viriliste d'intimidation. Au final, est-ce que c'est pas la même chose ? Si tu veux. Non, c'est vraiment une question. Parce que vraiment, sur les réseaux, c'est ce qui est utilisé. On l'entend beaucoup, cette expression. Beaucoup au niveau de la pop culture même, et des émissions. Attention, là, on tombe dans de la masculinité toxique. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Je ne veux pas réduire à cette seule question. C'est-à-dire que, pour moi, il y a une question politique. Au sens où, quand tu veux faire une grande force, quand tu es arrivé en tête, comme ça a été le cas en 2022 de Jean-Luc Mélenchon, et qu'ensuite, il faut rassembler d'autres qui ne sont pas toi, d'accord ? Pour pouvoir aller chercher la majorité dans le pays, eh bien, il faut supporter que ça vive avec des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, surtout. Et la caporalisation du mouvement autour du chef qui se veut la clé de voûte, pour moi, réduit en fait l'espace du mouvement. Au lieu de lui permettre de se déployer, ça le rabougrit. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que des 22%, on ne peut pas dire que depuis 2022, où il a fait ce score, après d'autres, on ne peut pas dire que la France Insoumise se soit déployée et agrégée. Au contraire, on a l'impression qu'elle se replie. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est pour ça qu'il y a eu un livre, une enquête qui est sortie qui s'appelle « La meute » derrière Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que tu es d'accord avec cette expression? Il y a une meute derrière Jean-Luc Mélenchon? En tout cas, il y a une façon de fonctionner, effectivement, où tout le monde doit être... Tu vois ce que je veux dire? Le chef a dit un truc, tout le monde dit tac, 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 enchaîne la même chose. Il n'y a pas de place pour des paroles qui soient un peu nuancées, divergentes. Voilà, ça marche, tu vois ce que je veux dire? Ça marche un peu, tac. C'est ce que je dis dans caporalisation. D'accord? Après, si tu veux, la difficulté qu'on a, c'est que nous, on a porté la critique. On a porté la critique, par exemple, aussi autour du 7 octobre, puisque nous, on était pour qualifier le Hamas de terroriste. On a porté la critique à différents moments, tu vois, à différentes étapes. Et en fait, ce que je trouve, c'est qu'il faut impérativement, pour moi, pour faire mouvement, qu'on soit capable de supporter cette diversité interne et la diversité externe pour faire une grande chose. Bien sûr, mais est-ce que c'est parce que tu as dit ça publiquement qu'il t'a accusé de sabotage? Lui, il a utilisé le terme sabotage. Clémentine Autain fait du sabotage. Oui, mais parce que dans le même temps que je te dis ça, tu vois bien le problème, c'est qu'il y a une offensive des droites dures contre la gauche et contre la France insoumise.
Et moi, je la vois aussi. Bien sûr, et qui diabolise la France Exactement. insoumise, Et je comme la ils vois diabolisent aussi. le Rassemblement national. Oui, de moins en moins. Je trouve qu'ils sont de plus en plus sympas avec le Rassemblement national et de plus en plus violents avec la France insoumise. Et que le diable est en train de changer de camp. Et d'ailleurs, comme Macron l'a fait à l'Assemblée nationale en changeant d'alliance, où le Front républicain qu'on avait fait en 2024 pour les élections législatives, qui a permis d'éviter l'accession au pouvoir de l'extrême droite, ben là, ils viennent de basculer à l'Assemblée, ça s'est pas vu, mais ils ont fait leur petit frichti, leur petite salade avec l'extrême droite pour se partager les postes. Alors que la dernière fois, il y avait eu un Front républicain pour empêcher cette cogestion de l'Assemblée nationale avec l'extrême droite. Et donc, on voit bien un glissement. Et donc, si tu veux, ce qui est compliqué, c'est que nous, on disait où est-ce qu'on peut débattre, où est-ce qu'on peut faire valoir notre point de vue à l'intérieur de la France insoumise pour qu'on débatte, qu'on demande aux militants de trancher. Sur l'orientation politique, nous, on était sur une ligne plus unioniste, on pensait qu'il fallait avoir un profil plus rassembleur. Où est-ce qu'on peut avoir ce débat? Parce qu'on nous disait, le linge sale, il doit se laver en famille. Et nous, on répondait, mais où est la machine à laver? Tu vois, elle est où la machine à laver? On ne la trouvait pas. Alors, ça passait par l'extérieur. Et quand on passe par l'extérieur, du coup, les insoumis nous disent, ah, mais alors, dès que vous dites du mal de la France insoumise, vous voyez, nos ennemis se jettent dessus et en profitent pour diaboliser plus encore la France insoumise. Et donc, tu vois, le serpent se mord la queue parce que du coup, cette diabolisation est aussi le prétexte à faire taire toute critique à l'intérieur de la France insoumise. Donc, comment tenir, si tu veux, ces deux bouts, qui est que moi, je veux rester moi-même, libre de ma parole, fidèle sur le fond politique de ce qu'on défend globalement, d'une gauche de transformation profonde, et moi, je n'ai pas bougé de ce point de vue-là. Mais en même temps, à des moments, dire « Ah, là, je ne me reconnais pas, là, j'ai une nuance, là, j'ai une divergence stratégique. » Et dans un grand mouvement politique, c'est normal que tout le monde ne soit pas d'accord sur tout, à tout instant. Vu de l'extérieur, est-ce que tu trouves que la France insoumise est devenue un parti extrême? Comme on pourrait dire que le Rassemblement national, c'est un parti extrême. Mais non, j'aime pas ces appellations. L'extrême gauche, en France, ça existe, il y a une histoire de l'extrême gauche. L'extrême gauche, c'est lutte ouvrière, c'est le NPA. Et en général, c'est une culture politique qui, par exemple, ne pense pas qu'on peut gagner par les urnes. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, ce n'est pas le cas de la France insoumise. Donc, je n'aime pas ce mot extrême. Enfin, je veux dire, il n'a qu'un objectif, c'est de disqualifier. Oui, mais les partis politiques, aujourd'hui, ils essaient un petit peu, tu vois, d'attirer des partisans. On a l'impression de l'extérieur. D'ailleurs, la France insoumise est souvent taxée de vouloir obtenir l'électorat musulman et d'avoir que des discours qui vont en faveur des musulmans pour pouvoir avoir leur voix. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que c'est une illusion de la masse populaire? De penser comme ça? Ouais. C'est-à-dire que la France insoumise a décidé de se battre contre l'islamophobie, a décidé de se battre sur la question palestinienne. D'accord? Donc on peut aussi penser que ce sont des questions importantes qu'il faut porter. D'accord? Et que ce n'est pas simplement électoraliste que de vouloir porter ces questions-là. Et à contrario, le Rassemblement national semble faire la même chose, mais avec l'électorat juif, par exemple. Non, mais moi, je trouve ça épouvantable de saucissonner, tu vois ce que je veux dire, comme ça. ça. Je crois que c'est comme ça que c'est perçu. Oui, oui, j'entends. Ce n'est pas ma lecture. Mais c'est ça qui en ressort, même de leur prise de parole publique. Oui, mais parce qu'il y a c'est vrai que ce sont des questions qui ont déterminé leur prise de position, leur parole publique ces derniers temps. Elle est où la nuance? La nuance avec quoi? La nuance. On dit souvent que la vérité, elle se trouve dans la nuance. Ça dépend des fois. Vous, parti politique, la nuance, vous en manquez. C'est intéressant la question sur la nuance, parce que moi, en général, on dit justement que je peux être plus nuancée, mais la nuance, il y a deux problèmes. Il y a un premier problème, c'est que quand tu veux être bien compris à une échelle de masse, si tu nuances trop, des fois, ça dilue et le message n'arrive pas au but. Donc, une des raisons, de temps en temps, d'être, tu vois ce que je veux dire, d'être parfois même un peu caricatural, ou, tu vois ce que je veux dire, d'enfoncer le clou sur quelque chose de très tranchant, est lié au fait qu'on ne veut pas être perdu, tu vois, ou dilué et arriver droit au but. Ça peut être une première raison du fait qu'il n'y a pas de nuance. Mais il y en a une deuxième, c'est que le moment est absolument caricatural. On est dans un moment avec la twittosphère, avec l'ambiance politique générale, où si tu as un propos nuancé, tu passes sous les radars. Et donc pour moi, on peut interroger les politiques, bien sûr, mais c'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est qu'il y a un dysfonctionnement aujourd'hui de notre système médiatico-politique qui ne permet pas à la nuance d'avoir droit de cité.
Et ça, c'est gravissime. Moi, je pense que ça, c'est gravissime. Clémentine, de ton côté, toi, déjà en 2017, tu devais te rendre en Palestine avec d'autres élus. Israël t'a refusé l'entrée sur son territoire. Ça avait surpris de nombreuses personnes parce que tu étais vice-présidente du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale, tout en ayant co-signé une tribune dans Le Monde qu'appelait au boycott d'Israël. On était en 2017. Est-ce qu'on peut à la fois être membre d'un groupe d'amitié avec un pays et soutenir un mouvement qu'appelle à le boycotter? En fait, les groupes d'amitié sont sans doute mal compris souvent. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe d'amitié? Quand tu es dans un groupe d'amitié, ça ne veut pas dire que tu es ami avec le gouvernement. Tu vois, en fait, il y a un mélange de ça. C'est que donc, pas de nuance encore. Voilà, pas de nuance, pas de compréhension. Si je me mets, je ne sais pas, dans le groupe d'amitié avec la Chine, est-ce que ça veut dire que je suis amie du gouvernement chinois? C'est pas ça que ça veut dire. D'accord? Ça veut dire que je me mets dans un groupe qui va avoir des échanges avec les élus chinois, avec, tu vois, avec la société chinoise. C'est ça que ça veut dire. Je prends la Chine, je pourrais prendre n'importe quoi. Donc non, moi, ma volonté de m'inscrire dans ce groupe d'amitié est liée au fait que je défends depuis des années le droit du peuple palestinien à pouvoir décider de sa vie et à avoir droit à un État comme les Israéliens, qui sont un peuple, ont droit à un État. D'accord? C'est ça que je défends. Et donc, en m'inscrivant dans le groupe d'amitié israélien, c'est ma manière de dire je suis pour que les deux peuples puissent vivre en paix en ayant chacun des droits. Or, aujourd'hui, celui qui est privé de droits, c'est le peuple palestinien. D'accord? Voilà. Mais on est dans un sujet, tu sais bien, qui est extrêmement... là aussi, où parfois il peut y avoir on n'arrive plus à se parler. Enfin, c'est terrible, en fait. Mais est-ce que tu te dis aujourd'hui que ta position de l'époque sur Israël, elle était visionnaire quand tu vois ce qui se passe, quand tu vois les bombardements à Gaza, là, depuis 2 ans? Je mentirais en disant que j'imaginais que ça pouvait finir en génocide. Je ne sais pas qui pouvait imaginer une telle horreur. Voilà, c'est aussi parce qu'on a traversé le XXe siècle, parce qu'on a vu des génocides et qu'on a du mal à se représenter que l'histoire peut bégayer à ce point et que la communauté internationale soit incapable d'arrêter ce massacre. Ça, c'est quelque chose que je... Donc, est-ce que tu maintiens en qui est 2025 ton appel au boycott d'Israël? Nous avons cherché des voies, en fait, pour se faire entendre et qu'à ce moment-là, on puisse trouver une voie pour le peuple palestinien. Et tu sais, tant qu'il n'y a pas la justice, tant qu'il n'y avait pas la reconnaissance des droits des Palestiniens et la situation à Gaza qui empirait, en fait, on crée un terreau qui est un terreau qui est celui de la violence et du cercle de la violence. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça, on ne sait pas jusqu'où ça nous conduit. Mais c'est une leçon d'histoire. Si tu laisses des terreaux d'injustice, alors tu crées de la violence. Et tu ne sais pas jusqu'où ça peut mener. Et c'est pour ça que je pense que si on pense la paix dans le monde, il ne faut pas penser la paix uniquement comme la non-guerre, comme le cessez-le-feu, mais comment on organise le monde pour qu'il n'y ait pas ces terreaux qui conduisent à des guerres. Et c'est une autre manière de penser la paix. C'est d'aller, en fait, à la racine du problème. Si tu n'avais pas été femme politique, est-ce que tu penses que tu aurais été réalisatrice, actrice, productrice de films? Je ne suis pas sûre. Non, je ne suis pas du tout sûre. Je ne suis pas sûre que j'aurais été dans cet univers. Pourtant, ce que j'ai vu, tu le fais bien. C'est gentil. Bah oui, non, sincèrement. J'ai eu la chance de voir ton film « Dites-lui que je l'aime », qui sortira le 3 décembre 2025. Et je me suis posé la question en étant devant. Je me suis dit, en fait, est-ce qu'elle n'a pas loupé une vocation ou est-ce qu'elle n'a pas plusieurs vocations, Clémentine Autain? Écoute, mon père te dirait, on fait le même métier, en fait. Pourquoi? C'est une grosse engueulade que j'ai souvent avec lui parce que il me dit, on fait le même métier. Donc je m'engueule avec lui en lui disant, mais non, parce que toi, tu joues et moi, je joue pas. Et la politique, c'est pas un jeu. Et on se réconcilie à la fin, toujours, et c'est une discussion qu'on a eu plein de fois, hein. On s'est vraiment beaucoup engueulé. Et à la fin, il me dit, bah, si, en fait, ce que tu fais et que nous, on fait les artistes, c'est de raconter le monde. Et c'est vrai que quand tu fais de la politique, tu es aussi dans un rôle de représentation, d'incarnation d'un projet, d'une vision. Tu vois? Oui. Et donc, d'empathie aussi. Et d'empathie. Ça, pas tous, hein.
il faut. Ouais, mais tu vois, je pense que le président de la République qu'on a aujourd'hui, visiblement, l'empathie, c'est pas son truc. Mais c'est important parce qu'au Bah, final, c'est grave quand on n'a pas. tu es en C'est train de grave. nous dire qu'il y a des similitudes entre le métier de comédienne et le métier de politique, même s'ils sont foncièrement différents, dans le sens où vous racontez Oui, c'est ça. des émotions, Bah, vous racontez le oui, monde. oui, oui. Et c'est ce que tu fais dans ce film qui est issu de ton livre, hein, qui s'appelle « Dites-lui que je l'aime ». C'est un film. Ouais. Alors, c'est une adaptation très libre de mon livre sur ma mère par Romane Boringer. Et en fait, elle est partie de mon histoire pour raconter son histoire. Mais vous vous servez aussi de vrais moments dans le film. Ah oui, c'est très étonnant comme création. Mais ça, c'est vraiment la création de Romane Boringer. C'est qu'il y a des scènes qui sont vraiment de la fiction, d'une certaine manière. Oui. C'est de l'autofiction, hein, au total. Donc, il y a des reconstitutions de faits réels. Il y a des images d'archives. Oui. Il y a des choses très... je sais pas comment on pourrait dire, comme un collage, en fait. Oui, un patchwork. Un patchwork. Un patchwork d'émotions, un patchwork de séquences, un patchwork de différentes formes, en fait, pour créer ce film et nous faire voyager dans les émotions, dans vos histoires de vie qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent avec Romane Boringer. Ce film, Dites-lui que je l'aime, est-ce que c'est un hommage à la figure de la maman? Est-ce que c'est une façon de te réconcilier avec cette maman qui n'a pas eu une vie facile, qui t'a pas fait vivre une vie facile quand tu étais petite? Alors, le livre était vraiment... c'était surtout d'écrire ce livre qui a été un temps pour moi d'écrire aussi toute la colère que j'avais contre elle, parce que c'est parti de là, en fait, hein, de cette colère que j'avais contre elle. Et ensuite, en posant cette colère, d'aller essayer de comprendre, de pas en rester juste à ces actes de fait maltraitants à mon égard, mais d'essayer de la comprendre. Oui, de la comprendre, je pense. Et à la fin, oui, on peut dire que c'est quelque chose de l'ordre de la réconciliation, en tout cas, d'avoir une autre image d'elle, de comprendre qu'elle n'y arrivait pas, qu'elle n'a pas voulu, mais qu'elle n'y arrivait pas, et d'accéder à sa souffrance, qui était quand même immense, en fait, absolument immense. C'est important, à un moment donné, de pouvoir comprendre aussi la souffrance de ses propres parents. En regardant le film, je ressens la colère, je ressens la détestation parfois, je ressens l'amour aussi très puissant, je ressens la fierté aussi par rapport à ce que ta mère pouvait représenter pour les autres, mais qu'elle n'était pas pour toi. Parce que tu le dis à un moment donné dans le film, tu le dis, elle a joué des super beaux rôles, mais c'était pas son rôle de mère le meilleur. Oui, alors j'ai fui beaucoup, hein, parce que il m'est arrivé dans ma vie de rencontrer des gens qui me disaient « j'ai tellement aimé ta mère », etc. Et pendant des années, j'étais très bloquée, hein, très, tu vois, d'abord, je me suis un peu globalement, tu vois, construit une carapace, hein, j'ai un côté comme ça parfois, voilà, parce que il a fallu se construire, voilà, avec cette histoire qui est pas toujours facile à digérer et qui a laissé des traces dans ma personnalité, de devoir être responsable très tôt, de vivre des scènes de violence qu'on ne doit pas vivre quand on est une enfant. Il y a des scènes marquantes dans le film, des scènes où on te voit petite, où ta maman n'est pas là, tu es chez toi dans l'appartement jusqu'à tard, dans la nuit, jusqu'au petit matin, tu es livrée à toi-même. Quelque part. Oui, en fait, ma mère était très alcoolique, vraiment très alcoolique, au point quand même que une des dernières fois où je l'ai vue, hein, elle est sortie du train et on l'attendait au train, on la trouvait pas et à un moment donné, on voit un attroupement, donc on s'avance et en fait, elle était sous le train parce qu'en descendant simplement l'escalier du train, elle était tombée sous le train et elle était tellement ivre qu'il a fallu qu'on aille chercher un chariot à bagages, tu vois, et qu'on la mette sur le chariot à bagages. Et on a poussé dans la gare, en fait, on était avec le chariot à bagages dans la gare. Donc quand tu as 11 ans, tu vois, et que tu pousses ta mère dans un chariot à bagages parce qu'elle est ivre et qu'elle peut même plus, tu vois, avancer même en étant... Bon, c'est des scènes, entre autres, hein, il y en a eu d'autres, nombreuses. On le voit dans le film, à un moment donné, tu assistes à une sorte de scandale où on a l'impression que c'est l'alcool qui parle, c'est plus ta maman, c'est plus elle. Est-ce que c'était l'alcool qui t'éduquait? Est-ce que c'était ta maman qui t'éduquait?
disons que j'ai vécu avec une mère qui était très anxiogène pour moi, voilà, qui n'était pas protectrice et que moi, je devais parfois protéger contre elle-même à cause de l'alcool. Voilà, elle prenait des anxiolytiques, enfin, elle était dépressive. Et donc, ce que ça me fait dire, c'est qu'il faut faire attention parce que si on ne réussit pas à venir en aide aux femmes et aux hommes qui sont alcooliques, qui sont dépressifs, c'est les enfants aussi qui trinquent. La maltraitance des enfants, c'est pas que des pervers violents, volontaires. Tu vois ce que je veux dire ? Y a des gens qui n'y arrivent pas. Et ma mère, en fait, elle n'y arrivait pas. C'est pas qu'elle me voulait du mal, c'est qu'elle n'y arrivait pas. Et... T'as su pourquoi, avec du recul ? C'est ce que j'aime dans le film, c'est que Romane, qui a une histoire totalement gémellaire avec sa mère, elle n'avait pas beaucoup de souvenirs. Moi, j'avais beaucoup de souvenirs, enfin beaucoup plus qu'elle en tout cas. Et elle a beaucoup plus d'explications sur pourquoi sa mère était dans voilà, cet état. Elle se droguait. Et donc, notre patchwork à deux, il marche bien aussi pour ça, parce que moi, j'ai les souvenirs, elle a plus d'explications. Donc, j'ai des éléments d'explication, mais je ne peux pas dire que je suis arrivée au bout de ces explications. Et je continue. Tu vois, on a commencé cet entretien, tu m'as parlé de mon grand-père. Donc, voilà, ça me trotte beaucoup, cette histoire-là. Et ce n'est pas toujours simple de remonter tous les fils. Les individus ont des... C'est pas évident de comprendre pourquoi un individu est à ce point malheureux. Tu te sentais pas aimée, petite ? Alors, tu sais, il y a toute cette phrase-là, on dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, tu vois. Tu n'en avais pas d'épreuves ? Alors moi, je tournais un peu avec ce truc-là, mais je ne peux pas dire ça. Et peut-être d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, finalement, j'ai quand même pu faire ma vie de manière, comme tu le vois, quand même assez joyeuse. Et peut-être parce que j'ai eu de l'amour, en fait. Et qu'on peut être à la fois aimant et à la fois maltraitant. Donc je sais que c'est un peu compliqué. Et c'est pas ce qu'on dit en général dans les violences faites aux femmes notamment. On dit bien que non, attention à ces cycles de violence où, tu sais, les hommes viennent avec des bouquets de fleurs, sont débordants d'amour et puis ensuite humiliants et tout ça. Mais là, en l'occurrence, je peux pas dire que ma mère ne m'a pas aimée. Je ne crois pas ça. J'ai noté quelques phrases. J'étais sur mon téléphone pendant que je regardais le film. Je n'ai même pas regardé tous ces films en parlant de ta maman qui était comédienne, Dominique Lafin. Oui, c'est vrai, mais parce que je ne supportais pas. Je l'ai vraiment mise à distance, en fait. Je me suis construite contre elle. Et c'est une fois que je me suis sentie, tu vois ce que je veux dire, pas en danger. Pas en danger parce que j'avais peur, en fait, d'être comme elle. Peur aussi beaucoup de l'autre côté aussi de mon père, où ça n'a pas été facile professionnellement. Tu vois, moi, j'ai commencé, j'ai pas l'air comme ça. C'est marrant parce que je pense qu'il y a un décalage entre, tu vois, l'image parfois que je peux donner et la réalité de mon parcours, ou de ce que j'ai vécu, ou de ce que je suis. Mais ça, c'est la vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a toujours un décalage, en fait, entre ce que sont les gens et l'image qu'ils peuvent renvoyer dans une personnalité publique. Mais par exemple, tu vois, moi, j'ai fait... mes études, j'étais boursière au dernier échelon. Bon, je ne suis pas sûre que c'est l'idée que tu te fais, tu vois, de moi. Et pourtant, je fais toutes mes études en bossant à côté, en étant boursière. Bon, ce n'est pas forcément l'impression. Donc, j'ai eu le sentiment quand même de vouloir me sortir de cette difficulté à la fois psychologique de cette relation à ma mère qui est morte quand j'étais jeune. Donc, c'était quand même pas facile. Tu avais 12 ans ? J'avais 12 ans, et donc de ne pas lui ressembler, de ne pas être à volo comme elle, tu vois, que moi, j'allais m'en sortir. Et de l'autre côté aussi, de m'en sortir, d'être sécurisée dans ma vie professionnelle, si j'ose dire. Enfin, tu vois ce que je veux dire, de me mettre à l'abri de ce que mon père avait connu, et notamment, tu vois, d'être quand même au RSA et aujourd'hui au minimum retraite, après pourtant avoir connu un moment de gloire relative. J'ai appris que tu n'avais pas bu un seul verre de vin, et c'est pas grave. Non, on peut avant bu l'âge sans. de tes 30 ans. Ouais, non, et la bière, je bois toujours pas de bière. Mais oui, mais avant l'âge de tes 30 ans, en fait, peut-être parce que tu avais quoi ? T'avais peur de tomber dans le même travers ? Tu avais peur de non, lui là, ressembler ? C'était une réminiscence de l'odeur ? L'odeur. Non, c'est vraiment un truc... Ah non, et la bière, je peux toujours pas. Vraiment, la bière, je peux pas, parce qu'elle buvait de la bière le matin. Donc, tu vois, je l'accompagnais le matin au bar, le dimanche matin. Tu vois, j'ai plein de souvenirs comme ça.
J'allais au bar le matin et elle commandait de la bière et j'étais à côté d'elle et j'attendais que ça se passe, tu vois. Et à 11h du matin, il y avait déjà cette odeur de bière, tu vois, le matin. Et puis toute la journée, la bière, et puis après le vin, et puis après les alcools forts. Donc, si tu veux, bon, l'odeur... Mais c'est surtout la bière dans la journée et le vin rouge qui étaient deux choses qui me... Mais je pense que beaucoup, peut-être des gens qui nous regardent, qui ont eu des parents alcooliques, connaissent ce truc-là. Et je veux dire que quand j'ai lu dans une interview qu'elle, il lui est arrivé d'accompagner son père boire de l'alcool le matin dans les bars, je sais aussi ce que c'est que, tu vois ce que je veux dire, cette répétition. Tu vois, c'est ça le problème, c'est comment tu coupes le fil à un moment donné. De la maltraitance, de l'alcoolisme, des violences sexuelles aussi, hein, des violences sexuelles et notamment intrafamiliales. C'est des cheminements qui sont difficiles à faire. Et c'est ce chemin que je voulais faire. Alors parfois, tu vois, du coup, ça devient un peu radical. Donc du coup, je ne boirai pas. Tu vois, il y a un côté quand on veut, on peut. Tu vois, j'étais très comme ça. Et la carapace qui va avec pour justement, moi, je tiens bon. Et une fois que ça y est, que tu vois, que tu te dis bon, bah, ça a l'air d'aller. Je suis à peu près sur mes. Tu peux réouvrir. Tu peux réouvrir la porte et te dire bon, bah, c'est pas grave, je peux boire un verre et c'est sympa. C'est pas parce que je vais boire un verre que je vais devenir alcoolique. Tu peux aussi voir la partie. Ça a été très incroyable. C'est-à-dire, quand j'ai écrit mon livre, au début, j'avais que des mauvais souvenirs. Et d'ailleurs, mon livre commence par beaucoup de mauvais souvenirs. Et au fur et à mesure, plein d'autres souvenirs revenaient. Et des jolis souvenirs avec ma mère. Des moments très simples, mais très joyeux, où elle était très aimante. Mais ils étaient enfouis ailleurs. Et donc, c'est aussi un travail, ce livre et ce film avec Romane, sur la mémoire. Et sur plein de traces d'amour qu'on n'a pas vues, en fait. Parce qu'on était tellement pris par voilà, cette part maltraitante et cette difficulté face à la mort. Parce que quand même, la mort d'un parent, quand on est enfant, c'est douloureux, c'est compliqué, il faut se construire avec. Tu t'en souviens comme si c'était hier ou t'as oublié une partie ? De sa mort ? Ouais, de la mort de ta maman. Ah non, non, je m'en souviens. C'était une semaine après son 33e anniversaire ? Oui, non, je m'en souviens. Non, ça, c'est des souvenirs. Alors après, tu peux toujours avoir des blancs sur des séquences, mais non. Je me trompe pas, dans le film, dans ton livre, on apprend que c'est à cause d'une crise cardiaque. Alors, la Mystère de l'Ouest, tu sais. Oui, mais en faisant mes recherches, je suis tombée sur d'autres théories où tu disais que tu étais tombée sur un documentaire de Marilyn Monroe. Tu parlais c'est quoi l'expression que tu disais ? Le suicide accidentel. Voilà, le suicide accidentel. Un jour, je te jure, je vois un documentaire sur Marilyn Monroe, et donc qui raconte sa mort aussi, qui est un peu énigmatique, et qui termine sur ça. Ben, finalement, c'est un suicide accidentel. Oui, mais c'est quoi un suicide accidentel ? Ben justement, j'adore. C'est un oxymore, tu sais, une alliance de contraires. Parce qu'un suicide, c'est volontaire, et donc ça. Accidentel, ça n'a plus de sens. Mais en fait, ma mère, toute sa vie était en fait une forme de suicide. Je veux dire, quand tu vois, tu es à découvert tout le temps alors que tu devrais pas, que tu fais, tu vois, que tu bois plus, que tu te mets en danger de mille façons. À un moment donné, en fait, tu es dans une forme de suicide à petit feu. Oui, de destruction. De destruction. Donc, est-ce que ce jour-là, elle l'a voulu vraiment, tu vois, mourir ou pas ? Donc, il peut y avoir une part d'accident, qui peut être aussi une théorie de se dire, est-ce que ce soir-là, elle n'a pas pris des cachets en plus que d'habitude, en se disant, bon, puis elle était dans son bain chaud, je ne sais pas comment elle est morte, et voilà. Et on peut conclure un suicide accidentel. Parce que je suis tombée sur cette déclaration, on l'a retrouvée dans sa baignoire, et l'idée d'un suicide a vite été avancée. Il n'y avait pas de lettre, mais sa sœur a estimé que la proximité d'une boîte vide de barbiturique et d'un magazine ouvert sur une page consacrée à la mort de la comédienne Pascale Augier signait une sorte d'aveu. Oui. Ça, c'est... Oui, on peut penser ça. Mais tu sais, tu y fais, toi, une corrélation ? Ou tu n'auras jamais véritablement la réponse ? Mais moi, on m'a dit qu'on n'avait pas fait d'autopsie. Ce qui, en fait, paraît très étrange. Et là, un oncle me dit, mais non, je t'assure, je suis allée, elle a eu une autopsie. Tu vois, donc tu vois, tu peux arriver à 52 ans que j'ai aujourd'hui, encore à m'interroger, à me dire, mais alors, est-ce qu'il y a vraiment une autopsie ou pas ? Personne ne sachant bien me dire. Bon, c'est la vie. Je pense qu'il y a plein de familles comme ça où il y a des histoires qui mettent beaucoup de temps avant d'arriver. Ouais. Puis il y a ce qu'on veut bien voir à des moments et ce qu'on n'est pas capable de voir à d'autres aussi.
Il y a un moment qui est très touchant, moi, qui m'a bouleversé. Je ne dirais pas à quel moment il est dans le film, mais tu parles de la relation mère-fille, tu parles de ta relation mère-fille, tu parles des autres relations mère-fille, et tu dis que à chaque fois, tu te fais des petites histoires dans ta tête quand tu les croises dans la rue, que tu vois une maman avec sa fille sur un banc. C'est hyper prenant, cette scène-là. Bah, quand on perd sa maman très, très jeune, bah, y a toute une série d'étapes dans la vie où on n'est pas avec cette maman. Quand on accouche, on n'est pas avec cette maman. Quand on, je sais pas, quand on a le bac, j'ai n'importe quoi. Quand on a son premier amoureux, il y a plein d'étapes dans la vie où en fait, c'est manquant. Et donc, quand je vois une mère avec sa fille, c'est vrai que c'est pour moi très émouvant. C'est ce que j'ai pas eu et c'est ce que j'aimerais avoir avec ma fille. C'est ce que tu as? Oui, aujourd'hui, oui. Mais elle a 15 ans. Elle a 15 ans, donc c'est après, en fait. J'aime bien me projeter et me dire que je vais pouvoir l'accompagner dans la vie et partager des choses, des moments que moi, je n'ai pas pu partager avec ma mère. Merci Clémentine Autain. Merci à toi. On a abordé de nombreux sujets ensemble. Ton film, Dites-lui que je l'aime, il est disponible à partir du... Enfin, il est visible à partir du 3 décembre. C'est le film de Romane Bohringer. Il est disponible pardon. à partir du 3 décembre. Et beaucoup d'avant-premières d'ici là. Alors, il faut voir. Suivant la ville dans laquelle vous êtes, il y a plein d'avant-premières avant le 3 décembre. Tu le mets sur tes réseaux sociaux, tu le marques? Pas toutes les avant-premières, mais... Il faudrait peut-être. Bah oui, c'est hyper important. C'est vrai. Bah, si vous voulez les découvrir, vous allez sur le compte Sinon, Instagram. vous suivez Romane Bohringer, elle les met toutes. Ou Romane Bohringer. D'ailleurs, vous avez une sacrée histoire aussi toutes les deux, parce qu'en fait, vous avez déjà fait un projet en 2018, L'amour flou. Ouais, on se croise et on se recroise. C'est vrai. Ouais. Il y en aura peut-être un autre. Hein. Qui sait, la vie est pleine de surprises. On te retrouve sur tes réseaux sociaux, au-delà de ta circonscription. Bien évidemment, ton compte Instagram, c'est Clémentine Autain. Ton compte TikTok, c'est Clémentine-Autain. Ton compte X, anciennement Twitter, c'est Clem-Autain. Et la chaîne YouTube, c'est bien la tienne, hein, Clémentine Autain. Oui, on est exactement. Parfait. Bienvenue. On est tout bon. Merci Clémentine pour ta générosité. Merci à toi. En interview, merci à vous de nous avoir regardé en interview chez Zira aux côtés de Clémentine Autain. On se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité issue du monde de la politique. À très bientôt. Bye bye.